Bonjour et bienvenue à ce point de presse de M. André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Ce point de presse concerne l'intention de la Coalition Avenir Québec de réduire l'accès à la mesure du patient d'exception. Pour ce point de presse, il est accompagné de M. Jonathan Pratt, le directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines, de Maître Paul G. Brunet, avocat et PDG du Conseil de la protection des malades, et de Mme Julie Carignan, qui est atteinte d'un cancer très rare. Ces derniers prendront la parole suivant M. Fortin. Merci. Oui, merci. Je veux vous dire que j'ai trouvé particulièrement scandalisant le fait que la Coalition Avenir Québec rejette la motion qu'on a présentée aujourd'hui, demandant à ce qu'il n'y ait pas de changement à la notion de patient d'exception, à la mesure de patient d'exception. Ce qu'on comprend, c'est qu'au cours des prochaines semaines, le gouvernement va venir resserrer les règles autour des médicaments qui sont octroyés aux patients à partir de la mesure du patient d'exception. Et ces patients-là, ce sont des Québécois et des Québécoises qui comptent sur ces médicaments-là, qui sont atteints de maladies rares, qui sont atteints de cancers rares et qui ont besoin d'un traitement un peu différent, d'un traitement qui n'est pas le traitement usuel, mais qui est celui qui fonctionne pour eux. Alors, de dire à des gens malades, de dire à des gens qui sont inquiets de leur état de santé, de dire à leur famille qu'on va venir resserrer les règles parce qu'il y a de l'abus, je trouve ça particulièrement choquant. La motion qu'on a présentée, là, le gouvernement nous a dit non, on ne va pas voter pour parce qu'on considère qu'il y a déjà eu des consultations, ce qui est complètement faux. Il n'y en a eu aucune consultation qui a eu lieu au cours des derniers mois. Le gouvernement est venu nous dire on ne vient pas restreindre l'accès. Ce qu'on vient faire, c'est resserrer les règles parce qu'il y a de l'abus. Moi, j'aimerais qu'ils nous disent quels patients abusent de cette mesure-là en ce moment. Parce que les patients qui font l'utilisation de cette mesure-là, ils ont besoin des médicaments. C'est une question pour eux, bien souvent, là, de vie ou de mort. Oui, c'est une question de qualité de vie, mais il y a des gens qui, bien malheureusement, s'ils n'ont pas accès aux médicaments d'exception, vont décéder. Et ça, je ne peux pas comprendre que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec vienne restreindre l'accès à des médicaments qui fonctionnent pour des gens. Il y a des gens avec moi ici aujourd'hui là, qui peuvent vous l'expliquer bien mieux que moi, mais de savoir que pour une question budgétaire, on va venir empêcher les Québécois d'avoir accès à des médicaments dont ils ont besoin, des médicaments qui assurent leur qualité de vie, qui assurent qu'ils demeurent en vie, c'est absolument scandalisant. Je me tourne vers Jonathan Pratt. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci pour l'occasion de me laisser l'occasion de parler de cet enjeu-là. Effectivement, ça fait en fait depuis plus de 2 ans qu'on se fait dire qu'il va y avoir des modifications aux patients d'exception. Ça a commencé en avril 2023. Puis en fait, ces changements-là vont venir potentiellement restreindre justement l'accès aux médicaments puisqu'on veut mettre de la pression sur les fabricants justement qui s'occupent de la production de ces médicaments-là et de les mettre en vente pour les patients. On va aussi, en fait, ce qu'on soupçonne, c'est qu'évidemment, le gros enjeu là, dans l'histoire, c'est que depuis 2 ans, on se fait dire que ce n'est pas une question de coût, mais le principal enjeu, c'est que la mesure du patient d'exception nous coûte des centaines de millions de dollars par année, mais on va sauver la vie de plus de 50 000 patients. Puis, ce qui se passe, en fait, essentiellement, c'est que l'utilisation, justement, de ces médicaments-là et dont on se fait dire que ce n'est pas efficace, on se fait parler de pertinence clinique, entre autres, en fait, c'est pas vraiment démontré. Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont prescrits par les médecins sous le patient d'exception et les données, en fait, ne sont jamais recueillies pour ces médicaments-là sur une longue période. Un exemple que je peux donner, c'est le syndrome de Morquio. Donc, il y a un médicament qui existe depuis 2010. Ça fait maintenant 15 ans. Et c'est plus d'une 50aine de patients qui ont accès à ce médicament-là sous le patient d'exception. Mais je le répète, ça fait 15 ans. Donc, est-ce qu'on a récolté des données de ces patients-là depuis les 15 dernières années? On n'en a aucune espèce d'idée. On se fait dire par le gouvernement que ce n'est pas une priorité. La seule chose qu'on se fait dire, c'est qu'on veut resserrer les règles, mettre plus de bâtons dans les roues pour les fabricants. Et ultimement, ce qui risque d'arriver, c'est que ces fabricants-là ne viendront plus au Québec, ne viendront plus au Canada. Et ça va encore une fois réduire justement le nombre de médicaments disponibles aux Québécois et Québécoises. Puis l'autre enjeu aussi, c'est qu'on parle de maladies rares, on parle de maladies orphelines. Il faut dire qu'il en existe plus de 8 000 de ces
maladies rares-là. Et j'inclus même pas les cancers rares dans les maladies rares. Donc, on peut deviner que le chiffre est vraiment beaucoup plus élevé. Et de ces maladies-là, il existe seulement 5 % des maladies pour lesquelles on a un traitement efficace. Donc, parfois, évidemment, avec la recherche et développement, bien, on va trouver des médicaments qui ont une indication thérapeutique très bien ciblée, mais qui pourraient être efficaces pour d'autres indications thérapeutiques. Et ça, malheureusement, ça passe, je dis malheureusement parce que ça passe sous le patient d'exception. Et là, aujourd'hui, on nous dit que bien, il y a des mesures qui s'en viennent restreindre ces changements-là. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est par rapport aux consultations. Personnellement, avec la collaboration de d'autres groupes de patients, on a eu une seule rencontre à l'automne qui a duré 1 heure de temps, où on a reçu, en fait, essentiellement un cours INES 101. Donc, moi, je ne considère pas que c'est une consultation publique et on a aussi fait appel à différentes instances médicales, le Collège des médecins, la Fédération des médecins spécialistes. Il n'y a personne, en fait, qui a été consulté par rapport à cet enjeu-là. Donc, j'implore, en fait, le gouvernement, le ministre Dubé, avec le cœur sur la main, justement, de penser à ces plus de 50 000 personnes. Puis on ne parle pas des personnes présentement qui ont le patient d'exception. Moi, je pense à tous les futurs patients. Je pense aux gens, je pense aux parents qui vont avoir un enfant qui vont développer une maladie pour lequel il existerait peut-être un médicament qui est approuvé par la FDA aux États-Unis ou par l'EMA en Europe, mais qu'ici, on ne l'aurait pas parce qu'on vient restreindre ces règles-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, je demande au gouvernement de vraiment faire une consultation beaucoup plus large afin de s'assurer de trouver peut-être des meilleures solutions et d'avoir justement l'avis de différentes parties prenantes pour savoir justement c'est quoi la bonne chose à faire pour l'avenir. Donc, voilà. Merci. Je laisse la parole à M. Brunet. L'ancienne loi sur la santé et services sociaux prévoyait qu'il y avait une façon de procéder pour obtenir, par exemple, dans des situations médicales particulières, ou encore le patient d'exception, qui était relativement efficace, même s'il y avait certains combats que nous devions mener pour que les gens obtiennent le médicament dans certaines circonstances particulières. Ce que l'on craint avec l'avènement du projet de loi 15, c'est que ce qu'on a alourdi dans le processus d'obtention d'un médicament lors de situations médicales particulières finissent par s'appliquer en matière de patients d'exception et qu'on alourdisse ainsi le processus en invitant littéralement l'INES à venir se pencher sur le sujet. Oui, l'INES est impliqué autrefois, mais a posteriori des démarches du médecin et a posteriori de l'administration du médicament. Là, on impose littéralement l'examen par l'INES des différentes questions et des différentes soumissions pour des nouveaux médicaments. En fait, ce qui est plutôt ironique, c'est qu'alors que le projet de loi dit lui-même dans son propre titre le rendre le système de santé plus efficace, ironiquement, on vient l'alourdir et le rendre encore plus inefficace en matière de patients d'exception. On a beaucoup de difficultés avec ça. Nous, on est ici parce qu'il y a 50 000 patients qui sont sous la rubrique patients d'exception et on apprécie évidemment cette question-là. Mais pour les futurs patients, la question que je pose au gouvernement, si vous restreignez l'accès aux médicaments d'exception, êtes-vous en train de nous dire que, dans le fond, les gens qui seront trop malades et à qui on ne pourra pas trouver de traitement, sauf si on allait avec le patient d'exception, ces gens-là se retrouveront en hôpital, à l'urgence, et pourquoi pas, c'est en tout cas ce qu'on pense que vous suggérez, qu'ils demandent l'aide médicale à mourir. On trouve ça un peu scandaleux et on demande au gouvernement de faire attention, de consulter les principaux groupes, ce que nous, on n'a pas eu l'occasion de faire, d'être consultés, et qu'on continue à obtenir et à permettre aux médecins de prescrire le bon médicament pour le bon patient et que ce médicament-là soit reconnu sans avoir à passer par l'INES et de bureaucratiser, sinon d'alourdir encore plus le processus, et surtout de rendre un médicament qui, à la fin d'une course et de toute cette bureaucratie, qu'on se fasse dire que le médicament n'était pas efficace. Je comprends. Si vous administrez un médicament après des mois ou des semaines de tergiversation avec les autorités diverses auxquelles on veut s'astreindre ou nous soumettre l'approbation, c'est sûr que le patient va mourir et ce sera de votre faute. Madame Carignan.
Bonjour à tous. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir l'opportunité de pouvoir parler au nom des gens comme moi qui, depuis 3 ans, a été touché par un cancer rare. En fait, c'est un message personnalisé pour le ministre et ses équipes. Je ne comprends pas depuis 3 ans. J'accompagne des gens. En fait, il y a 1 an et demi, je suis venue ici pour venir débattre puis protéger les accès aux médicaments d'exception pour les patients qui étaient hospitalisés. Évidemment, aujourd'hui, on parle de patients d'exception. J'en fais partie. Je ne comprends pas pourquoi les gens que j'ai connus il y a 3 ans, qui m'ont déjà quitté, n'ont pas eu cette opportunité-là, parce que le patient d'exception existe aujourd'hui. J'espère qu'on va le protéger parce que même ce programme-là est difficile à aller chercher par le support de nos médecins. Les patients qui auraient eu besoin de ce programme-là, malheureusement, n'ont pas pu l'avoir. Et donc, au lieu d'avoir accès à l'innovation, ont plutôt eu accès à leur funérailles. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher tout personnellement. Et pour le ministre Dubé, j'aimerais ça qu'on comprenne. J'ai consulté mon hémato-oncologue hier, puis je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire si on resserre ce programme-là? Qu'est-ce que ça veut dire si on resserre l'accès à l'innovation? Eh bien, sa réponse a été fort simple. Je pense que tous les hémato-oncologues qui suivent des patients touchés par le cancer, des cancers rares, les maladies orphelines, tout ça, je pense qu'eux, leur mission ultime, c'est de soigner leurs patients avec des médicaments qui fonctionnent et d'arrêter de soigner des gens avec des médicaments qui ne fonctionnent pas. Et on est d'avis qu'actuellement, les médicaments innovants sont souvent utilisés très tard dans le parcours de soins des patients. Et donc, je pense qu'en diminuant en plus l'accès, non seulement on attend que ces patients-là ne soient pas en santé pour bien répondre à ces médicaments-là, on les condamne un peu en quelque sorte. Puis, ce qui m'a partagé aussi, puis je peux le nommer, le docteur Maxime Chénard-Poirier du CHU de Québec m'a dit « Julie, on a un bijou au Canada. On a un bijou, on a une opportunité ici dans notre province d'avoir un programme qui permet justement d'explorer l'innovation. Et il n'y a aucune façon à l'heure actuelle de traquer ou d'avoir une traçabilité sur les bienfaits de ces nouveaux médicaments-là chez les patients qui en ont besoin. Ce serait le fun qu'on préserve ce programme-là puis qu'on s'en serve comme outil pour équiper ou outiller l'INES à pouvoir approuver ces solutions-là plus rapidement. Parce que la réalité, c'est qu'il y a 1 an et demi, je venais ici pour avoir une recommandation favorable pour une compagnie en particulier pour donner accès à un médicament innovant à des patients atteints de cholangiocarcinome. On a eu la compagnie à qui j'ai discuté a eu une approbation de Santé Canada, a eu finalement la recommandation favorable de l'INES et le médicament n'est toujours pas listé et on est 2 ans plus tard. Puis je vous confirme, ces gens-là, pour qui j'ai milité, ne sont plus avec moi aujourd'hui pour voir que je suis encore là pour continuer à me battre pour eux. Donc, Monsieur le ministre, vos équipes, s'il vous plaît, donnez-nous une chance de briller au Québec puis de faire briller l'innovation. Donnons l'exemple aux autres provinces puis sauvons les gens au lieu de les laisser tomber. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.